Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour de tous les personnages du film, à part Olaf. Apparemment, il va pas apparaître, je suis bien content parce que ça aurait été. Ouais, non, ça aurait été ridicule dans le contexte, mais voilà, maintenant on a tous les personnages du film La Reine des Neiges qui sont passés, je n'ai pas l'impression qu'ils en aient oublié un. Voilà. Donc, c'est bien une chose de faite, j'ai envie de dire. Le flashback se centre ce coup-ci sur Ingrid et ses deux sœurs. Alors elles sont toutes petites, elles courent dans les prés, elles sont heureuses, etc., etc. C'est très, ouais, c'est très gnangnan comme mise en scène pour faire le contraste avec ce qui va suivre après, parce que ce qui suit après, c'est qu'elles sont attaquées par quelqu'un qui veut kidnapper les princesses du royaume. Ingrid réagit vivement et accidentellement frise une branche d'arbre juste au-dessus de lui et qui assomme le gars et qui le tue apparemment. C'est pas super clair à ce niveau-là. Apparemment oui, il est mort, hein. Sinon je pense qu'il en aurait parlé, ça aurait été une notoriété publique et tout et tout. Et donc, ces deux sœurs décident de garder le secret et de rester toujours ensemble avec elle, de la soutenir, etc., etc. On passe à plusieurs années plus tard où nos trois sœurs ont grandi et où Ingrid est toujours très renfermée sur elle-même, recluse, elle n'ose pas se sortir. Il y a un bal qui se passe et Ingrid, d'ailleurs, n'est pas très naturelle dans son texte, où elle dit mais n'est-ce pas le bal des 70 ans de notre père où tu vas recevoir l'homme que tu aimes, le duc de, comment il s'appelle, de Wesselton, blablabla. Ouais, c'est l'histoire de faire de l'exposition bien forcée, détail, et donc ouais, le duc de Wesselton qui est le même duc qu'on voit dans le film, mais plus jeune, puisque bon, voilà, c'est lors de l'époque où les parents d'Elsa et d'Alain étaient dans la vingtaine. Où la, donc voilà. Et le duc de Wesselton qui va être un gros connard et qui va être responsable de ce qui va se passer, des sales trucs qui vont se passer ensuite. Histoire de faire le lien, mon dieu, regardez ce type qui est un enculé, il a été un enculé depuis le début et c'est lui qui est responsable de ce qui s'est passé avant. Waouh. C'est bon les gars, vous avez suivi le film, vous aimez bien qu'on fasse des tonnes de références, qu'on vous les fourre à la gueule, parce que c'est... Voilà, c'est bien là. Hein. Il y a une personne en commentaire qui me dit mais attends, ça se détache du film à un moment donné. Non. Non, ça n'arrête pas de faire des références bien grasses au film animé, mais d'une force, c'est dingue, en disant, en arrêtant pas de faire des références, ah tu sais ce qui s'est passé dans le film, etc., en mettant tous les personnages qui peuvent, en leur faisant avoir un rôle, même s'il n'est pas d'importance incroyable ou quoi que ce soit, ils sont tous là, les personnages, on fait référence à peu près tous les événements qui se passent, à part Olaf. Il y a qu'Olaf qui est pas là. Mais sinon, tous les éléments du film sont repris et on essaye de pallier à fond dessus, quoi, de tabler complètement dessus. C'est super dingue. Donc ouais, je sais pas ce qu'elle a fumé la personne qui m'a dit ah mais ça se détache du film. Non, hein, c'est exactement la même chose que le film. Donc ouais, c'est le détail à la con. C'est pas gravissime. J'ai fini par m'y faire, mais c'est histoire de dire. Donc Elsa, enfin, puisque je raconte Elsa, Ingrid n'est pas. Vit assez mal le fait de ne pas aller au bal, elle essaye de s'y rendre, mais dès lors qu'elle y est, elle n'arrive plus à contrôler ses pouvoirs, donc elle se rétracte vite. Et de nulle part, Elga lui dit ah oui, mais si vraiment t'as peur de ses pouvoirs, il existe un sorcier dont j'ai entendu parler qui pourrait gérer ça. Ce sorcier, mais je vous le donne en mille, mais de qui c'est qu'il s'agit? Je me demande bien de qui il peut s'agir. Ah là 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 là. Rumpelstiltskin, donc, qu'elle rencontre et qui leur fait tout un marché sur ce qui se passe, etc., en leur disant que oui, le pouvoir de l'amour de vos sœurs peuvent vous permettre d'empêcher ça, mais si vous voulez vraiment, si vous êtes vraiment pas sûr de vous, bah, je peux vous donner ces gants magiques. Voilà, les gants qu'Elsa apportera dans le film, à nouveau. Ces gants magiques qui serviront de catalyseur, mais il faut y croire, donc c'est genre de pseudo-placebo, j'ai pas très bien compris ça. Cette urne, la fameuse urne en question dans laquelle elle sera enfermée, au cas où elle ait vraiment peur de ses pouvoirs, pour arriver à s'enfermer elle-même si elle le souhaite vraiment. Donc elle accepte de passer ce marché, et pour ça,
il faut qu'elle donne... alors un truc, j'en ai pas parlé, mais lorsqu'elles étaient petites, elles se sont fait un serment en se partageant un ruban en trois et en se le liant au poignet en se disant ah, c'est la preuve de notre lien pour la vie. Et ce que veut Rumpelstiltskin, c'est ça, c'est les trois rubans parce que c'est une preuve d'amour, etc. Qu'il n'a jamais utilisé parce que c'est que les créateurs de la série n'y ont pas du tout pensé avant. Hein. Mais sérieusement, c'est clairement pour ça. Hein. Voilà, il parle d'un truc d'amour sincère, il s'en est pas servi pour faire son sort, pour aller à Storybrooke, c'était juste pour avoir, je sais pas, un truc. Voilà, un truc qui représente une certaine magie de l'amour, je ne sais quoi. Voilà, il voulait ça, donc comme par hasard, ça va jouer un rôle, hein, c'est pas pour rien qu'on nous fait ce truc-là. Et donc, alors qu'elle rentre et que Ingrid a ses gants et son urne, elle décide de ne pas enfiler les gants. Pour je ne sais quelle raison, mais vraiment, je ne sais quelle raison, elle décide de ne pas les enfiler, les gants. Et lorsqu'elle tombe comme par hasard sur le duc von Trou-du-cul, là, qui passe par là, et elle est un petit peu timide, et ça n'est pas du tout le fait qu'il lui fasse des avances de façon, mais violeur, quoi. Il cache pas qu'il a plus envie d'être avec elle qu'avec sa sœur Helga. Voilà, donc pas Helga qu'il avait courtisé au début du flashback. Et donc, ouais, c'est pas des avances, quoi, c'est du viol ce qu'il fait là. Il se jette sur elle, il se force à l'embrasser, et il cache pas ses intentions comme quoi il veut lui mettre le grappin dessus parce qu'elle est reine. Ce mec ne connaît aucune définition de la subtilité, et je sais que c'était pas quelqu'un de ultra subtil dans le film, mais il n'était pas aussi brut de décoffrage à ce stade. Enfin bon, prise de court, Ingrid, elle finit par le repousser en faisant preuve de magie de glace. Ce qui lui fait pas grand chose en fait, ça le glace juste un tout petit peu, mais rien du tout, quoi. Ça lui a touché que les bras ou je sais pas quoi, donc il le vit très bien après ça, puisqu'il a très bien survécu. Et c'est là que Helga arrive et qu'il lui dit un gros mensonge bien dégueulasse, qu'elle n'y croit pas, mais ça n'empêche pas le duc Trouduc de lui faire un speech comme quoi c'est un monstre, j'en parlerai à tout le monde et elle finira derrière les barreaux de votre reine. Et c'est là qu'elle finit par perdre un peu le contrôle, et ça n'aide pas le fait qu'elle ne porte pas ses gants, Ingrid, et de balancer un sort de glace, un peu de colère, ce qui amène sa sœur Helga à s'interposer par bonté d'âme, et elle se prend le rayon de neige dans le cœur à la place du duc, et elle se transforme en glace et crève au bout de 5 secondes. Ils ont fait durer ça des plombs, mais vraiment des plombs dans La Reine des Neiges, le film, mais alors là, ça prend 15 secondes, quoi, vraiment. Hein. Elle la gèle, elle se transforme en glace en 5 secondes, 5 secondes plus tard, elle tombe par terre, 5 autres secondes, elle se brise en morceaux. Rapide, hein, wouh. Elle le vit pas très bien, Ingrid, à ce moment-là, et sa sœur, je sais plus comment elle s'appelle, la mère, la future mère d'Elsa et d'Anna, le vit pas très bien non plus, et finit par la traiter de monstre et l'enfermer dans la jarre qui est juste à côté d'elle, par chance, parce que elle a vraiment fini par prendre peur de ça. Et c'est là alors qu'on la voit décider de parler avec les trolls de pierre, enfin le représentant des trolls de pierre, puisqu'on n'en voit toujours qu'un seul depuis le début, et qui accepte de faire tout un sort pour enlever la mémoire de tout le monde dans le royaume d'Arendelle et alentour, par rapport à ça, du fait que Ingrid et Helga n'ont jamais existé. Voilà, donc il accepte parce que la princesse, je ne sais rien. Ok, ce flashback, malgré mes impressions, ce flashback n'est pas si horrible que mon ton en donne l'impression. Et j'aime beaucoup la psychologie des personnages par rapport à ça, notamment la future mère d'Elsa et d'Anna. Enfin, les trois sœurs, j'aime beaucoup la psychologie des trois sœurs. Helga, qui est vraiment la sœur compréhensive, qui essaye d'aider le plus possible, qui est la gentillesse incarnée. Ingrid, qui a vraiment peur de ses pouvoirs, de ce qu'elle pourrait faire, etc. Et lorsqu'elle
commence à sentir un peu bien, il y a cette histoire forcée qui lui tombe sur la gueule c'est très déchirant pour elle, on sent vraiment toute sa peine. Et Gerda, oui c'est ça, Gerda, la future mère d'Elsa et d'Anna, qui est beaucoup plus qui est plus hésitante que sa sœur Helga à accepter les pouvoirs d'Ingrid au départ. Elle suit un peu le mouvement et au final elle accepte ça, mais dès lors qu'elle voit qu'Helga est plus là, son instinct de peur de départ reprend totalement le dessus et ça justifie un peu certains trucs qu'on verra dans le film. À nouveau, si vous vraiment voulez essayer de voir un truc qui poursuit le film, qui essaye de l'agrémenter, c'est pas si mal que ça. À ce niveau-là, hein. Sur certains points, non. Hein. Donc, ouais, j'ai bien aimé ça, cette espèce de drame autour des différentes personnalités de ces trois-là et ce qui les touche, c'était bien fichu. N'empêche qu'il y a énormément de trucs forcés, la mise en scène est mal faite. Je veux dire, le duc de Wessel, machin truc chouette, là, putain de merde, je sais que c'était pas quelqu'un de très subtil dans le film, mais à ce point-là, c'est du n'importe quoi. Sérieusement, c'est n'importe quoi. C'est quoi cette approche de barbare? Je sais, c'est vraiment pour forcer le drame et c'est le gros problème. Si vous aviez amené le drame beaucoup plus intelligemment sur le fait que qu'Ingrid tue accidentellement sa sœur, j'aurais été 100 fois plus investi là-dedans. Mais là, je suis un tout petit peu investi, mais pas complètement parce que putain, vous amenez ça n'importe comment avec des gros sabots. Vraiment avec des gros sabots bien gras. Ah. Donc ouais, le drame est amené de façon très forcée et c'est dommage parce que le drame en lui-même, le principe est très bon. Et c'est foncièrement dommage, hein, je trouve. Dans notre présent, Ingrid se pose dans la tour de l'horloge parce qu'ils aiment bien reprendre ce décor pour poser, soi-disant, son miroir magique qui va changer toute la ville de Storybrooke et la rendre seule avec ses deux sœurs, de substitution qu'elle se crée. Et elle est vite repérée par David, il me semble, ouais, c'est David qui l'a repérée, et qui appelle tout le monde pour s'en prendre à elle. Emma parvient, semble-t-il, à la capturer avec un sort qui a été introduit genre au début de l'épisode. Et c'est bien, ça fait plaisir de voir ça, de voir que vous préparez bien en avance vos intrigues. Et donc, il pense l'avoir capturée dans des espèces de menottes magiques qui l'empêchent de faire ses sorts, mais c'est pas le cas. Donc je comprends pas, c'était une espèce de... Si ça avait marché, je sais même pas d'où elle sort de ce sort, elle le sort de nulle part, Emma, et si ça avait marché, si elle n'avait pas eu ses pouvoirs magiques à ce moment-là, comment se fait-il, comment elle a pu savoir ça? Parce que tout ça, c'est une manipulation d'Ingrid pour qu'elle se retrouve seule avec Emma et qu'elle la pousse à bout. Voilà, c'est le principe de la chose. Et c'est intéressant, hein, vraiment c'est intéressant. C'est juste, à nouveau, hein, mise en scène de la chose, la mise en place de la chose est très maladroite, je trouve. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus sur un certain point. Donc, elle est capturée et amenée au poste du shérif, et après avoir légèrement poussé à bout Elsa, elle est toute seule, elle se retrouve toute seule avec Emma, sans personne pour surveiller ça. Je veux dire, personne. Personne ne reste dans le bureau du shérif, je veux dire, laissons Emma se débrouiller toute seule, il n'y a aucun problème. Même Kylian ne reste pas. Personne. Elle est toute seule à surveiller ça dans le bureau du shérif. Je sais que... Je sais que j'ai l'air de m'acharner sur des détails, mais merde quoi! Vous venez de capturer la grande méchante, celle qui vous met des bateaux dans les roues, celle qui a érigé un mur de glace autour de toute votre ville. Vous n'avez pas envie d'avoir plus de précautions que seulement Emma? Déjà, vous essayez même pas de vous assurer qu'elle est réellement à incapacité, vous vous dites, oh, ben, ça a marché, il n'y a pas de problème. Fou. Ah. Donc, elle commence petit à petit à pousser à bout Emma. Et ça, j'avoue que c'était un passage plutôt fort à ce niveau-là, même si, je vais le redire, ça aurait pu être mieux amené. Le principe, ça repose sur le fait que elle veut jouer sur la peur que génère Emma avec ses pouvoirs par rapport à ses proches. Qu'elle a peur de se sentir un petit peu
éloignée des autres, vue un petit peu de travers parce qu'elle a des pouvoirs et personne dans sa famille. Et avec notamment la naissance récente de sa... je sais même plus, oui, de son petit frère, elle, elle pourrait se sentir un petit peu délaissée par rapport à ça parce qu'il va avoir une vie qu'elle n'aura pas du tout connue elle. Donc voilà, elle joue un peu là-dessus, c'est bien fait par rapport à ça, mais le fait qu'elle joue sur la peur qu'Emma inspire par rapport à ses pouvoirs, ça n'a pas été mis en place avant. C'est un tout petit peu mis en place avant, hein, dans l'épisode en question, au début, quand elle part chercher le bébé de Blanche-Neige dans une réunion de maman où on voit très rapidement Aurore et Cendrillon. Merci de remontrer rapidement les personnages, même s'ils n'ont aucune importance, mais c'est toujours sympa de les revoir, merci pour ça. Elle fait un peu peur à tout le monde parce qu'après avoir fait un sort et en étant un petit peu sur les nerfs, elle fait inconsciemment bouillir un biberon de lait avec sa main. Et donc ça peur légèrement Blanche-Neige là et voilà, donc ça sert à appuyer ce qui va se passer ensuite par rapport au fait qu'Emma a peur de se sentir délaissée, mal vue par les autres à cause de ses pouvoirs. Ça aurait été très sympathique que vous fassiez d'autres scènes de ce genre-là avant. Parce qu'avant, il n'y a absolument aucune scène qui appuie ça. Le fait que Emma se sente délaissée parce qu'il y a un nouveau bébé qui arrive et le fait qu'elle aurait peur que les gens aient peur de ses pouvoirs. Ça n'a jamais été appuyé avant. Ce qui a été un peu appuyé avant, c'est le fait qu'elle ne contrôle pas encore très bien ses pouvoirs, parce que ça va jouer là-dessus, ok, j'avoue, mais voilà, il y a beaucoup de trucs qui sont mal introduits là-dedans, qui auraient mérité d'être mieux mis en place avant. J'en ai déjà parlé avant, si ça continue d'être comme ça va être une grosse critique que j'aurai envers la série si vous arrêtez pas d'instaurer des trucs l'épisode même. Quand on crée une série, pour moi, la marque d'une grande série, c'est de savoir bien instaurer ces grands moments. Et le moment où Emma finit par être poussée à bout par tout ce que lui dit Ingrid, et qu'elle sans le vouloir, fait sauter les murs du bureau du shérif. Ah oui, parce que j'en ai pas parlé très rapidement, mais pendant ce temps-là, elle a subrepticement, sans qu'Emma s'en rende compte une seule seconde, gelé toutes les portes du bureau du shérif, et donc ils ne peuvent pas y entrer. Personne ne peut y entrer, et donc ils sont un peu, ah mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer. On est un peu sur le qui-vive dehors et tout, mais voilà, pendant ce temps-là, pendant qu'elle a fait ça, Ingrid, elle pousse Emma à bout, et elle détruit, sans le vouloir, le mur de la prison du shérif, et à ce moment-là, Ingrid parvient à s'échapper parce que, bon, comme je l'ai dit, elle a fait semblant d'être prise dans les menottes magiques en question. Et donc Emma, qui est encore sur les nerfs, qui boue encore un petit peu, a toujours du mal à contrôler ses pouvoirs à ce moment-là. Et c'est là que tout le monde arrive, Kylian, ses parents et tout, et se rendent compte que ça va pas très bien chez elle, et elle joue sur la défensive, m'approchez pas, mais alors qu'ils essayent quand même d'insister un petit peu, elle utilise sa magie sans le faire exprès, ce qui fait tomber un poteau électrique sur David, ce qui, je sais pas, le blesse un tout petit peu, pas plus que ça, et c'est là qu'elle se sent complètement, oh mon Dieu, je suis une proscrit et tout, il faut que je sois seule. Voilà, le truc, c'est que, dramatiquement parlant, c'est pas mal, cette scène est assez forte. Si ça avait été instauré, j'aurais ressenti quelque chose de vraiment fort là-dedans, mais là c'est juste, ça fait légèrement poudre aux yeux quand je vois que vous avez rien fait pour instaurer ça. Désolé d'insister là-dessus, mais c'est trop le problème que j'ai avec cet épisode. Hein. Et donc voilà, Emma a fugué un petit peu et veut pas qu'on la retrouve, tandis qu'Ingrid part voir Rumpelstiltskin parce qu'elle veut passer un marché avec lui maintenant. Et elle lui dit, ok, je sais le moyen de faire en sorte d'utiliser le chapeau magique pour que tu aies ce que tu veux, pour ne pas plus être contrôlé par ta dague. Comment ça marche, ce chapeau? J'aimerais beaucoup savoir, parce que ce chapeau sort de nulle part.
Vraiment de nulle part. Hein, au début de la saison 1, on montrera, tiens, c'est un truc magique qui est défendu par quelqu'un et jamais été introduit avant, bien entendu. Je, il a le pouvoir d'absorber les autres et donc leur magie en même temps, apparemment. En les tuant, j'imagine. Je vois pas pourquoi ça les tuerait pas à ce moment-là. Et apparemment, utiliser les pouvoirs magiques des autres, ça nous permettrait de se libérer de sa dague d'une façon ou d'une autre qui n'est pas très bien explicitée. Et alors, pendant tout le passage où elle a eu la main sur le chapeau magique, Ingrid, qui, qui a su l'utiliser apparemment parce que je veux dire, elle est foncièrement méchante, elle n'a pas montré la pureté de son cœur ou quoi que ce soit via un dilemme moral qu'on lui a fixé, donc elle ne devrait pas avoir l'opportunité de l'utiliser, d'ouvrir la boîte, contrairement à Rumpelstiltskin qui a fait toute une manigance auprès d'Anna pour pouvoir y arriver. Et j'ai dit ça, hein, je dis rien. Apparemment, elle a su l'utiliser malgré ça, et on sait comment, elle sait le dernier truc à faire, la chose ultime à faire pour que Rumpelstiltskin l'utilise et soit délivré de sa dague et puisse s'attaquer au monde, assouvir ses besoins mégalomaniaques, parce qu'apparemment c'est ça. Putain de merde. Et, et, et donc elle lui chuchote à l'oreille parce que il faut garder le suspense pour le spectateur, et il a l'air prêt à en découdre à faire ça, et il lui a promis de lui rendre les 3 rubans en question qu'il lui avait échangé avant pour avoir ses gants et son urne en contrepartie. Voilà, ça se termine là-dessus. Je vais le redire, je trouve le personnage d'Ingrid intéressant en termes de motivation, de mentalité, et je trouve qu'Elizabeth Mitchell est une très bonne actrice, donc ça appuie bien ça. Je comprends vraiment pas les motivations de Rumpelstiltskin là. Qu'est-ce qui se passe? T'as une vie, t'as une vie heureuse avec Belle. Au début de la saison, t'as promis à Bellefire sur sa tombe de te montrer courageux pour de suivre son exemple. Et là maintenant tu la joues vilain dans l'ombre qui veut tout contrôler, devenir une sorte de maître du monde. J'en sais rien, je sais pas si c'est vraiment ce qu'il veut exactement, mais c'est un peu sur quoi ça a l'air de vous. C'est un peu ce que ça a l'air d'insinuer la dernière scène de l'épisode. Et. J'ai du mal, j'ai beaucoup de mal avec Rumpelstiltskin dans cette saison, je vous le cache pas. Et pendant tout ce temps-là, pour poursuivre notre intrigue d'amour et conte de fées, Regina continue de broyer du noir suite à sa petite pseudo-rupture avec Robin des Bois, mais Robin des Bois n'est pas prêt d'en finir avec ça, et il vient la voir parce qu'il n'est pas sûr de ses sentiments. S'il te plaît, je viens te parler parce que je ne sais pas trop ce que je dois faire, etc. Ben, merci Robin des Bois, c'est très sympa de me dire ça, alors que moi, c'est encore plus horrible pour moi, mais vas-y, va faire partager tes sentiments. Ouais, honnêtement, j'ai plaisanté avec amour et conte de fées là, mais en termes de texte, au début, la première scène qu'il partage, c'était très les feux de l'amour, je trouve. Ah, mais je sais que je devrais être avec elle, mais je ne peux pas t'enlever de ma tête. Mais tu dois être avec elle pour faire ce qui est juste. Et me dire ça, c'est me faire souffrir, c'est de la torture. Oh, je suis tellement désolée, Johanna. Oh, je sais, Kevin, mais nous ne pourrons plus être ensemble. Bon, ce genre de truc. Donc Robin des Bois, roi du noir, dans le bar, et c'est là qu'entre Will, ils tiennent absolument à le mettre dans chaque épisode, Will maintenant, où ils font référence à sa trahison envers les joyauderies, et la raison pour laquelle il a fait ça, à nouveau, hein, ils essayent clairement de faire référence à la série Once Upon a Time pour ceux qui l'ont suivi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis bien content d'avoir suivi la série Once Upon a Time avant d'avoir eu cette saison. Hein. Vraiment, je comprends 100 fois mieux son délire autour de Will, parce que sincèrement, s'ils avaient vu cette saison-là, sans connaître Once Upon a Time in Wonderland, je me dirais, mais c'est qui ce mec, comment il l'introduit, c'est quoi ce délire?
Je sais pas, les personnes qui ont suivi la saison 4 sans avoir eu Once Upon a Time in Wonderland, je suis sûr qu'une bonne partie d'entre vous, vous avez dû avoir ce genre de problème. C'est-à-dire, c'est quoi ce personnage, comment ils nous l'introduisent, c'est un peu bizarre. Là, j'arrive à bien comprendre le truc derrière Will, parce que j'ai suivi Once Upon a Time in Wonderland, dont le fameux flashback autour de Will et des Joyeux de Riz. Donc c'est plutôt intéressant. Ils ont une petite conversation, lui et Robin des Bois, et il lui rappelle comment il a rencontré Marianne, comment elle a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui, et que s'il veut respecter un peu sa mémoire, il devrait faire en sorte d'être avec Marianne. Il se raconte des tonnes de trucs. C'est un beau moment, je trouve, entre ces deux-là, et qui montre que Marianne est une fille bien qui ne voulait pas lâcher Robin des Bois. Ça aurait été pas mal de le montrer avec l'actrice, pas seulement via un discours de Will. Mais malgré tout ça, Robin des Bois décide quand même de retourner auprès de Regina vers la fin en se disant: j'ai juré toute ma vie de faire ce qui était le plus juste chaque jour, mais pas aujourd'hui. Et il fonce et il l'embrasse. Voilà, donc ça va être très problématique quand Marianne redeviendra elle-même, sera libérée de la glace. Oui, à nouveau, s'il y a un petit truc par rapport à ça, il parle du fait que la seule façon de libérer Marianne maintenant, parce que apparemment Regina a totalement abandonné, hein, c'est que tu lui fasses un baiser d'amour sincère, Robin des Bois. Non. Je veux dire, il n'y a pas que le baiser d'amour sincère, on l'a vu bien avant, bien avant ça, au début de la série. On a vu dans le film La Reine des Neiges qu'ils n'arrêtent pas de nous fourrer ça à la gueule tout au long de la série, de la saison, donc je sais pertinemment, je sais pertinemment ça. Et je ne comprends pas pourquoi ils partent du principe que seul un baiser d'amour de Robin des Bois peut libérer Marianne là. Non mais sincèrement, pourquoi ils n'envisagent pas d'autres possibilités? Pourquoi pas un geste d'amour de son fils, de leur fils à Marianne et Robin des Bois? Pourquoi pas? Non mais je comprends pas. Sérieusement, pourquoi ils n'envisagent pas ça? Enfin bon, c'est un épisode qui, en termes de mentalité, de psychologie, est très intéressant. J'ai bien aimé suivre comment la mentalité de certains personnages évoluait. La mentalité de Robin des Bois aussi était pas trop mal. Hein. Je dis, c'est juste que ça fait un petit peu trop les feux de l'amour à certains moments, mais bon. Et voilà, c'était très bon à ce niveau-là, hein, que ce soit dans le flashback ou dans notre présent, mais la mise en scène, quoi. La mise en scène est naze, et vous incorporez des trucs qui auraient été 100 fois mieux incorporés bien avant ça. Donc, voilà, j'apprécie légèrement parce que voilà, j'aime beaucoup le côté psychologique de cet épisode. Mais voilà, tout ce qui est façon dont c'est mis en place et tout, c'est très 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 médiocre. Et ça arrive à se compenser un petit peu, être légèrement du côté du bien, mais c'est vraiment dommage. Voilà, si vous aviez fait un peu plus gaffe à votre mise en scène, ça aurait pu être un très très bon épisode. Mais là, c'est juste correct. À très bientôt pour l'épisode suivant. Ciao!